Salut à toi Seigneur de Guerre, bienvenue sur Creative Wargames, c'est Tourop et aujourd'hui on va parler méta, on va parler Warhammer 40 000 et plus particulièrement on va faire un arrêt sur image sur la faction Chaos Démon. Les démons du Chaos sont à l'honneur, les gars, ils ont profité d'un détachement lors de la dernière Data Slate, ça remonte à février, mais il y a eu un petit temps d'exploitation par les joueurs et il se trouve que la Shadow Légion est absolument incroyable. Cette sortie de détachement est arrivée en même temps que le détachement, les Lions de l'Empereur et le Dakamor chez les Orques. Je vous rappelle qu'on est actuellement dans une méta où le Dakamor vient de se faire nerf. Le Lion de l'Empereur est un bon détachement de manière générale et on a finalement un détachement Inari qui sort un petit peu du lot sur un codex Eldar qui est déjà très bon. On va avoir un codex Space Marines qui reste excellent avec un Ultramarines, voire même d'autres formats, et le nouveau Serment de l'Instant qui donne du coffre à plein d'unités. On a aussi un codex Blood Angel qui s'en sort très bien, et surtout on a une montée en puissance des factions du Chaos. Le World Eater est pas mal revenu ces derniers temps, parce que c'est une faction finalement qui petit à petit a vu ses menaces et on va dire ses contres naturels se faire nerf. Donc on a un World Eater qui revient très fort. On a un Emperor Children qui arrive avec sa coterie d'orgueilleux. Alors je vous renvoie à ma review faite à la sortie du codex où déjà à ce moment-là, moi je mettais un point d'honneur à dire « Ouh là là, coterie d'orgueilleux, il y a du très très lourd ». Et j'avais déjà, j'étais un petit peu parti sur ce qu'aujourd'hui les joueurs plus expérimentés proposent. Évidemment, eux le proposent de manière beaucoup plus optimisée que moi j'avais pu faire sur une première lecture. Mais j'étais déjà parti sur ce spam de Noise Marine, ce spam de Prince Démon qu'on voit finalement arriver très très fort dans la méta. Donc l'Empereur Children est lui aussi très bon. Côté Astra Militarum, on a une montée en puissance du détachement, le marteau de Hammer, j'ai plus exactement le détachement, mais c'est le détachement chenillé, tout simplement, qui donne vraiment du coffre aux unités tank. Et après, finalement, on a les IK qui sont toujours bons, les RK qui deviennent excellents, parce que c'est un très bon contre sur certaines factions, notamment l'Inari. L'Inari n'aime pas du tout le RK par rapport à la multiplicité des tirs Avoc que vous avez sur chaque petit châssis. Donc, faut savoir que le RK, il est capable de vous balancer pas moins de, je pense avec les 10 petits châssis ou 11 petits châssis, finalement 11 des 6 tirs hors l'os. Et l'Eldar, avec ses petits profils, n'aime pas du tout ça. Donc on a un RK qui revient en puissance. On a une brigade tactique chez les orques qui reprend sa place, qui lui avait été enlevée par le Dakamor. Et puis, on a une méta qui est, à côté de ça, plus ou moins équilibrée, avec finalement peu de codex et peu de factions qui sont au fond du seau. Il y en a évidemment toujours quelques-uns, il y a toujours des factions un petit peu délaissées, mais quoi qu'il en soit, je vous dresse globalement un tableau brief de ce dans quoi va s'insérer finalement cette Shadow Légion. Alors il n'y a pas que la Shadow Légion qui est intéressant sur le démon, Le démon a vu ses profils réévalués tout simplement, donc on voit des builds démons avec notamment beaucoup de gros sur le détachement incursion démoniaque, qui est le détachement index de base, où on va voir Rotigus avec son fucking le grand immonde avec son fucking Feel No Pain, et pas mal de personnages qui sont très fort, tout simplement. Be'lakor, très grosse datasheet, la datasheet de Be'lakor, et qui a encore plus de coffres dans la Légion de l'Ombre. Et je vais finalement vous parler de cette Shadow Légion. Je ferai un petit aparté aussi sur l'Inari en fin de vidéo, les gars, donc restez jusqu'au bout. J'ai 2-3 choses à vous dire sur l'Inari, parce que pour moi, Shadow Légion, Inari, on est dans les factions qui sont vraiment actuellement très hautes en termes de puissance de jeu, et probablement elles ont un win rate largement au-dessus des 50%, donc par ruissellement, on peut partir du principe que ce sera les prochains nerfs de la data balance qui arrivera maintenant, je pense cet été, avec, je l'espère, la nouvelle saison de jeu pour la dernière année de cette 10e édition de Warhammer 40 000. Voilà, allez, trêve de papotage, on va parler maintenant de cette Shadow Légion. Alors, la Shadow Légion, pourquoi elle est excellente? Déjà, c'est un détachement que très peu connaissent, parce que les joueurs démons, jusqu'à présent, étaient plutôt absents de la méta. Ils avaient un détachement qu'on n'avait pas trop vu, et ils avaient un détachement index qui n'était pas trop fort, finalement. Et surtout, on avait un Games Workshop, on avait un éditeur de jeu qui nous a dit les démons, on va pas trop les sortir, et il se trouve que en V10, les démons n'auront pas de codex. Cependant, quand vous regardez l'application, vous vous rendez compte que les démons ont un codex qui est gratuit. Ça, c'est absolument génial. Et ils ont un codex qui est gratuit parce qu'il n'y a pas eu de refonte de leur figurine.
Donc, ils ont autant de ressources qu'un codex, mais ils n'ont pas eu besoin d'acheter un codex, les joueurs démons, et ils n'ont pas eu besoin d'acheter des figurines. Donc ça, déjà, c'est globalement très, très, très bonnard pour eux, hein, pas pour nous. Parce que nous, on va subir un peu le truc, parce que les joueurs démons, ça court pas trop les rues, parce que la V10 les a pas nécessairement mis en avant avec de la nouvelle figurine, etc., etc. Et on les a vus arriver en masse. Hein, les petits gros bills du village arrivés en masse avec quand le détachement de Slaanesh, hein, la Légion de l'Excès est arrivée. Bon, la Légion de l'Excès, c'était une aberration totale, hein, à peu près de la même échelle que Dakamor. Et là, on vient nous sortir du chapeau, clairement, un détachement qui est incroyable d'optimisation, qui est incroyable de stratagème et qui est incroyable de possibilités de jeu. Et c'est de ça dont je vais vous parler, mes petits potes. Alors, ça nous dit quoi, le détachement Shadow Legion? Donc déjà, vous avez une règle d'armée qui est très forte, hein. La règle d'armée des démons, elle a toujours été bonne. Votre zone de déploiement, la zone de déploiement du joueur démon, c'est vous êtes dans l'ombre, c'est de l'ombre du Warp? Non, si, c'est Shadow, Warp Shadow, je sais plus. Vous êtes dans l'ombre, voilà, vous êtes à l'ombre, globalement, peu de soleil dans cette zone-là, votre zone de déploiement, peu de soleil, vous êtes à l'ombre, voilà. Et à la fin de n'importe quelle phase, au début de n'importe quelle phase, si vous contrôlez au moins la moitié des objectifs du No Man's Land, le No Man's Land devient votre zone d'ombre, et c'est la même chose si vous contrôlez l'objectif d'adversaire. C'est un petit peu plus compliqué ça, mais vous pouvez transformer le No Man's Land en une zone d'ombre, et qu'est-ce qui se passe dans les zones d'ombre? Eh ben, votre adversaire, quand il fait des Battle Shock, il a moins 1 sur le Battle Shock, quand il rate les Battle Shock, il prend des blessures mortelles, et vous, quand vous faites des Battle Shock, et que vous réussissez vos Battle Shock, vous êtes content d'être heureux. Pourquoi? Parce que vous regagnez des PV perdus, et en plus, si vous êtes Battle Line, vous regagnez des D3 figurines au lieu de regagner des D3 PV perdus. Donc c'est super cool. Voilà, la règle est bonne. En plus de ça, les gros, que ce soit Be'lakor, Scarband, etc., eux, ils donnent une aura à 6 pouces autour d'eux, d'ombre dans le Warp. Donc c'est long. Hein, vraiment, c'est très très ombragé comme zone. Peu de bronzage. Vous attendez pas, voilà, pas besoin de ramener votre crème solaire parce que c'est très très ombragé. Ça, c'est la règle d'armée. La règle de détachement, qu'est-ce qu'elle nous dit? La règle de détachement, elle vous dit, vous pouvez, dans une armée à 2000 points, mettre 1000 points d'unités hérétiques Astartes parmi un listing que je vais pas vous faire là, mais globalement, vous avez des très très bonnes entrées, hein, tout simplement. Et en plus de ça, ces entrées-là, elles vont gagner le mot-clé Shadow Legion, et elles vont gagner l'habilité Frappe en profondeur. Donc ça, c'est super cool. Ça veut dire que vous pouvez mettre des unités hérétiques Astartes. Elles gagnent la frappe en profondeur. Et en plus de ça, elles peuvent Dark Path, Dark Pact. Et surtout, Be'lakor gagne l'habilité du Dark Pact. C'est-à-dire que vous avez probablement la meilleure datasheet de ce codex qui va gagner une touche soutenue ou un lethal hit. C'est golden. C'est archi golden, c'est méga golden, voilà. Donc, notre ami Be'lakor devient vraiment, vraiment excellent dans cette légion. Mais c'est pas tout, les gars, c'est pas tout. Parce que cette petite légion de l'ombre, elle nous dit que les unités cornes gagnent l'advance, tir et charge. On se la frise. Les unités de Tzeentch gagnent le -1 à la touche, au tir comme au corps à corps. On se la frise. Les unités Nurgle gagnent le -1 bless quand votre adversaire vous tape, vous tire dessus avec une force supérieure à votre endurance. Coucou les Nurglings. Et les unités Slaanesh, elles, ne peuvent pas faire l'objet d'un tir en état d'alerte, d'un Overwatch. C'est vraiment génial parce que, de manière générale, les petites entrées Slaanesh n'apprécient guère se faire Overwatch, parce qu'elles meurent très bien l'Overwatch. Mais ça, c'est fini, elles ne peuvent pas se faire Overwatch. Voilà. Donc, vous avez tous ces bonus-là. Dans le panel des 4 optimisations disponibles, vous en avez 2 qui sont incroyables. La première, c'est la possibilité de gagner un mouvement scout de 9 pouces sur une unité. Donc, vous avez différentes configurations. Moi, j'ai eu l'occasion d'affronter une armée qui avait un Fate Skimmer et qui rentrait dans 6 hurleurs, et vous avez donc un bloc de 6 hurleurs qui est capable de bouger de 9, et après de bouger de 14, de vous mettre des blessures mortelles à l'impact, et derrière de vous charger, de loquer des trucs. Voilà, c'est vraiment indécent, et finalement vous pouvez mettre aussi des petits personnages dans les démonettes, faire scout des démonettes, voilà, donc il y a plein de choses à faire, voilà, mais cette optimisation est vraiment très bonne, et la meilleure optimisation, c'est celle
qui est beaucoup mis sur un buveur de sang. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit que lorsque votre unité a éclaté un truc au corps à corps et qu'elle n'est plus en portée d'engagement d'une unité ennemie, bah finalement, elle peut repartir en réserve stratégique. Donc, je vous la fais courte. Vous avez un buveur de sang qui est capable d'advance, charge, charcler un truc avec sa grosse hache, et s'il le tue, généralement il y arrive, il peut se rater, attention. Il repart en réserve stratégique et il va pouvoir revenir au prochain tour. Et au final, en fait, vous avez un pilon qui petit à petit vous empale dans vos lignes et qui est presque incontrable parce que le truc tape, arrive, advance, charge, tape, tue, se barre et vous refait ça. T2, T3, T4, T5 potentiellement. Voilà, donc difficile à manœuvrer. Il faut vous assurer de tuer par contre, parce que là en l'occurrence la partie que j'ai pu tester, malheureusement il a tapé sur un truc qui avait de l'invue et il n'a pas eu trop de chance. J'ai bien roulé mes 4 plus invus et j'ai survécu à 1 PV. Du coup le buveur de sang s'est retrouvé au milieu de la map face à mon roi silencieux accompagné de 2 Doomsday Arc. Donc autant vous dire que le buveur de sang, on lui a tordu les reins et on l'a renvoyé au coin, dans l'ombre, là-bas. Là où il y a peu de soleil. Mais on l'a décalqué. Mais j'avoue que si c'était rebarré, ça m'aurait un peu piqué les yeux quand même. Voilà, bref. Je vous passe le débrief de cette partie, qui était très cool accessoirement. Ça, c'est pour les optimisations, donc il y en a 2 qui sont super. Et après, vous avez les stratagèmes. Vous avez la possibilité de faire repartir en réserve une unité démon et une unité hérétique Astartes. Vous avez la possibilité de gagner lance. Et si vous êtes corne, vous gagnez plus 1 PA. Vous avez la possibilité de mettre des BM au corps à corps. Vous avez des possibilités de mettre des BM en mourant. Vous avez la possibilité de redonner des PV à une unité démon, lui de redonner 3 PV. Et si c'est chain, vous pouvez refaire revenir des figurines entières à full PV. Vous avez celui-là il est très très fort. Vous avez la possibilité de gagner un ignore cover sur une unité qui arrive des réserves. Et ce stratagème-là marche sur les hérétiques Astartes. Vous pouvez aller chercher des Havoc. Je vous rappelle que les Havoc, c'est des dévastateurs dans lesquels vous avez des unités qui vont apprécier, très très apprécier, ignorer le cover. Donc voilà. Et puis, vous avez aussi la possibilité de mettre des malus à la charge à votre adversaire. Ça mange pas de pain. Voilà. Donc, de très très bons stratagèmes. Très très bons stratagèmes. Et maintenant, la question, c'est finalement, qu'est-ce qui se joue? Donc, comme je vous disais, déjà, on va commencer par Be'lakor. Parce que Be'lakor, dans Shadow Legion, c'est vraiment une grosse brute. Savoir que Be'lakor, pour 375 points, vous avez un mec qui a 20 PV, qui a une save à 3. Le fait qu'il ait pas qu'une invue à 4 et qu'il ait une save à 3, c'est vraiment vraiment cool parce que il absorbe très bien la saturation, beaucoup mieux tout du moins. Donc ça c'est vraiment bien. Il a 20 PV, il est endu 11 et OC5. Ça c'est cool. Il va avoir quelques tirs qui, de l'anecdotique, peuvent passer à l'intéressant grâce au Dark Pact. Et il a des gros taquets au corps à corps qui, du bon, passent au très bon, grâce au Dark Pact notamment, puisque, tout simplement, il a des bien beaux taquets, voyez-vous, l'animal. Donc voilà, ça le rend vraiment fort. Surtout à côté de ça, notre ami Be'lakor, il a l'habilité discrétion, donc vous avez -1 pour le toucher au tir. Et il peut donner des habilités en aura autour de lui. Il y en a 2 qui sont très intéressantes. Il y a la reroll des as à la touche pour tous les copains à 6 pouces autour de lui. Ça, c'est nice. Et surtout, vous avez la possibilité de donner un lone opérative à toutes les unités de démons à 6 pouces de vous. Alors c'est un lone opérative à 18, hein, évidemment. Mais ça, globalement, pour vous décrire un petit peu la combo qui est vraiment sale, c'est ce fameux buveur de sang avec sa relique. Il est en frappe en profondeur. Votre adversaire donc, va jouer son T1, il va positionner Be'lakor pas comme un schmoll. Ensuite, vous allez jouer, et à son T2, votre adversaire, selon qu'il joue 1 ou 2, on s'en fout, mais à votre T2 plutôt, il va faire rapid ingress, le buveur de sang, dans les 6 pouces de Be'lakor. Donc le buveur de sang va rapid ingress. Donc même s'il est dans la pampa, il va profiter d'un lone opérative à 18, donc vous n'allez pas pouvoir le tirer dessus, sauf si vous êtes proche. Mais bon là, je pense qu'un bon joueur sera bien évidemment bien placé son buveur. Et derrière ça, il va pouvoir bouger, advance, charger, éclater un truc et repartir. Et ça, les amis, c'est très 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 dur à contrer finalement. Parce que si vous n'êtes pas capable d'absorber le corps à corps d'un buveur de sang, et il n'y a pas grand monde qui est capable d'absorber le corps à corps d'un buveur de sang, finalement, ce truc-là, en fait, si
il est le joueur 2, si le joueur démon est le joueur 2, au début, enfin à votre T2, il va rapid ingress, et à son T2, advance, charge, éclate un truc, repart dans les ombres. À votre T3, il va rapid ingress, toujours dans la zone de l'on opérative de Be'lakor, et à son T3, advance, charge, éclate un truc, repart en FEP. Et en fait, bah, finalement, il peut vous le faire. Alors, ça coûte des PC, ça coûte le rapid ingress, ça sera peut-être pas indispensable tous les tours, et peut-être qu'il pourra pas se mettre dans la zone de l'on opérative de Be'lakor pendant toute la game, mais vous avez compris la mécanique. Si vous n'avez pas de quoi le contrer, si vous n'avez pas de cordon, si vous n'avez pas de projection sur vos grosses unités de tir, finalement, vous ne pourrez pas gérer ce buveur de sang. Donc ça, c'est vraiment très fort, et c'est grâce à Be'lakor aussi que la combinaison fonctionne très 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 bien. Donc voilà en ce qui concerne Be'lakor, et je pense que j'ai globalement fait tour. Il est vraiment très fort. Be'lakor est vraiment très fort. Il est bon dans tous les domaines, bon, sauf au tir, parce que bah, c'est pas son domaine d'expertise, on dira, mais c'est une très très belle figurine, et au final pas si cher que ça, parce que 375 points, c'est plutôt cool. Voilà. Le buveur, je vous en ai parlé, et après bah, y a plein d'entrées différentes qui vont pouvoir aller proposer des combinaisons selon bah, les préférences des joueurs démons. Alors, moi, de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai vu, on a une très bonne unité, c'est les Nurglings. Déjà, les Nurglings, les mecs les jouent par pack de 6. En plus, ils sont battle line, donc ils peuvent les spam si le cœur leur en dit. Mais déjà, jouer 2 packs de 6 Nurglings, c'est très embêtant. Pourquoi ? Parce que même si c'est au C0, ça fait des excellents cordons, c'est dur à abattre, ça ripop. Ça ripop en réussissant ses battle shock. Et surtout, bah, ça vient empêcher votre adversaire de frapper en profondeur, ça vient empêcher votre adversaire de prendre la map, ça vient move block, ça fait des trucs très très chiants. Donc les Nurglings, c'est une super unité. Vous avez les démonettes. Les démonettes qui sont aussi très très cool parce que bah, elles se déplacent vite, elles ont le tap en premier, et vous pouvez plus les overwatch dans le détachement, donc elles sont vraiment cool aussi. Les unités cornes, de manière générale, c'est des unités qui tapent toutes très bien en corps à corps, et bah, elles vont trouver leur style de jeu grâce à cette advance et charge pour tout le monde, qui est vraiment bonarde. Maintenant, le buveur de sang, ça me paraît un truc assez incroyable. Je pense qu'il y a des trucs très bien à faire aussi avec les Blood Crushers. Je sais pas si les sanguinaires, tout ça valent le coup, parce que c'est peut-être un petit peu cher et pas hyper facile à jouer. Mais en tout cas, il y a des très très bonnes unités du côté de Khorne. Du côté de Tzeentch, alors moi, c'est probablement une de mes unités actuellement préférées sur ce codex, ce sont les hurleurs, parce que les hurleurs ont un mouvement de 14, elles font des blessures mortelles au passage, et maintenant elles tapent très bien, puisqu'avant elles avaient une CC de 4, elles sont passées une CC à 3, et elles ont gagné anti-monstre, anti-véhicule 4+. Donc les hurleurs, vraiment, bah, par pack de 6, finalement, c'est vraiment vraiment fort, et surtout ils bénéficient d'un -1 à la touche au tir comme au corps à corps, donc, et couplé à la 4+ invulnérable et au fait qu'ils aient 3 PV. Les hurleurs ont 3 PV, c'est assez incroyable. Et bah, tous ces bonus-là, en fait, -1 à la touche, 4+ invulnérable, 3 PV, faut déployer un volume de tir assez conséquent pour les tomber. Et bah, c'est des figurines qui sont bêtes, ça traverse les murs, c'est hyper mobile, ça vient vous bloquer, ça fait du dégât au passage et au corps à corps, c'est une super unité. Voilà. Les hurleurs, après, bah, en Tzeentch, vous allez avoir potentiellement d'autres unités. Moi, j'ai pas eu l'occasion de les voir jouer ou de trop en entendre parler, donc je sais pas ce qu'il en est. Mais côté Slaanesh, je vous ai dit, il y a les démonettes, il y a aussi les Seekers qui sont cool parce que les Seekers, ils coûtent vraiment pas cher et bah, c'est encore une fois des figurines qu'on n'overwatch pas et qui vont pouvoir faire des mouvements scouts et bloquer la map. Donc, je pense qu'on a souvent un choix entre les mecs qui vont plutôt mettre des Nurglings et les mecs qui vont plutôt mettre des Seekers. Donc je pense que là, ça va être l'un ou l'autre, selon les préférences et selon les appréhensions de match-up. Et puis après, bah, vous allez avoir l'option de faire rentrer des unités Space Marines du Chaos dans cette armée. Alors déjà, les cultistes, ils vont faire en sorte de remplacer les Plague Bearers, parce que souvent les Plague Bearers étaient joués dans les constructions démons pour le stick d'objectifs. Les cultistes, stickant les objectifs, ils deviennent très cool, surtout qu'ils gagnent le Deep Strike, et vous pouvez les renvoyer en réserve stratégique. Donc ça déjà, le petit pack de cultistes qui est dans sa zone, qui stick dans sa zone, que vous gardez jusqu'à la fin de partie, et T4, T5, je repars en FEP, et je reviens, et je restick un objectif, c'est vraiment très très cool.
Et après, bah, côté finalement Space Marines du Chaos, il y a des très bonnes choses que vous pouvez jouer. Les Raptors qui sont très cool, parce que les Raptors bah, bougent de 12 et c'est une unité d'un petit peu d'agression qui vient faire de l'attrition sur les unités tech de l'adversaire, sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement envie d'engager un buveur, sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement envie d'engager vos screamers ou vos autres unités d'impact, donc c'est cool. Vous avez les Havoc qui sont bah, les unités de les Devastators, les unités d'armes lourdes, les Space Marines du Chaos qui vont profiter d'un super stratagème qui est celui d'ignorer les covers quand on arrive des réserves, et potentiellement bah, la reroll des As à la touche avec l'aura de Be'lakor, couplé au fait qu'ils ont le Dark Pact, ça devient très très cool. Voilà. Et après vous avez des bonnes unités de corps à corps, alors il y en a qui prennent le buveur, et il y en a qui vont faire le choix de mettre cette relique sur un Lord, et de rentrer un Lord dans des Chosen. Je sais plus si c'est les Chosen, oui, les possédés peuvent pas être leads de mémoire. Ce sont les Chosen peuvent être pris. Les Chosen peuvent être pris, effectivement. Donc, mettre un Lord avec la relique qui permet de repartir, et en fait, faire cette mécanique-là avec des Chosen qui ont déjà naturellement, en fait, l'advance et charge. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un pack de Chosen avec un Lord qui advance charge, éclate un truc, repart, revient en frappe en profondeur, rapid ingress, et en fait, fait la même mécanique que le Buver. Donc, c'est vraiment au choix un petit peu si on préfère les Chosen ou si on préfère le Buver. Donc, il y a des belles choses à faire, finalement, que ce soit avec les entrées Space Marines du Chaos, que ce soit avec les entrées démons, et bah, vous pouvez jongler avec 2 codex, vous avez un panel d'unités qui est absolument génial, et vous pouvez gérer plein de choses, du lourd, vous pouvez gérer de la masse, vous êtes vraiment une menace pour à peu près tout le monde, finalement. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui peut dire sereinement, je gère la Légion de l'Ombre, les doigts dans le nez. Je pense, honnêtement, il y a très peu de monde, il faut des grosses armées de tir qui sont capables bah, aussi de dépolariser les menaces, parce que finalement contre le démon il suffira pas de tuer très bien une unité, parce que déjà bah, vous avez un lone opératif qui va demander de vous exposer, et vous avez une multitude de menaces qui sont capables de vous bloquer, de vous empêcher de sortir, de vous éteindre du scoring, etc. Donc voilà, c'est très cool. C'est une très bonne armée, et bah, si vous n'avez pas encore affronté, je vous invite à essayer de la découvrir. J'ai créé un groupe TTS sur Creative Wargame, où les joueurs peuvent rentrer les factions qu'ils jouent. Ça permet à chacun des joueurs et membres du groupe TTS de la chaîne, bah, tout simplement d'aller choisir des adversaires selon les codex qu'ils jouent, pour aller chercher des match-ups en particulier qu'ils veulent tester. Voilà. J'ai dit que je finirais par l'Inari, donc je vais finir par l'Inari, petit aparté là-dessus. L'Inari est sorti un petit peu en build, on va dire un cran au-dessus par rapport à l'Aspectost, le Warost et potentiellement d'autres détachements, mais l'Inari est vraiment sorti un petit peu du lot, tout simplement parce que vous avez un vrai bon gameplay de MSU avec l'Inari, qui a de vraies capacités de destruction, par différents leviers. Alors bon, déjà, quand vous jouez contre de l'Inari, vous allez systématiquement retrouver le pack avec Ivrain, les incubes, le Visarch. Donc c'est un pack qui devient très fort, parce que Ivrain, elle fait revenir des figurines dans l'unité. Le Visarch qui donne le Fight First au pack d'incubes. Les incubes tapent très fort. Ivrain donne la full reroll des blesses aux incubes. Donc le Visarch, il est anti-épique héros de plus. Donc vous avez un beau pack qui ne peut pas être tué au tir, tout simplement, et au final qui fight first, et qui fight first très fort. Donc vous avez déjà un très bon pack de close qui va être difficile à encaisser pour votre adversaire. Et après, vous avez un gros gameplay de MSU, puisque le concept de l'Inari, ça va être de spammer les unités de guerrier aspect qui sont très fortes, Banshee, War Spider, Fire Dragon, Scorpion et Dark Reaper, peut-être d'autres, c'est vraiment, ça dépend des affinités des joueurs à Eldari, hein, tout simplement. Mais bah, l'idée, ça va être en fait de noyer votre adversaire sous des vagues d'unités qui vont ne faire que bouger en réaction. Et le principe de l'Inari, en fait, c'est que quand vous tuez une unité au tir, à la fin de votre phase de tir, votre adversaire peut déclencher un mouvement sur une autre unité. Donc, bah, moi, typiquement, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. En gros, j'ai un joueur adverse qui avait un pack de Fire Dragon très loin de mes véhicules, contre lequel je m'inquiétais pas. Mais au final, j'ai tué une unité. Il a activé le move des Fire Dragon. Les Fire Dragon bouffent de 7. Il a utilisé une manœuvre agile. Il a pu bouger de 9. Donc il a bougé de 9 avec ses Fire Dragon alors qu'ils étaient cachés de l'autre côté de la map. Après, à sa phase de mouvement, il a réactivé une manœuvre agile, il a réactivé plus dans move, donc il a rebougé de 9 avec ses Fire Dragon. Donc au final, sur une phase de mouvement, il a bougé de 18 avec des Fire Dragon, et il est venu m'infuser un truc.
Et ça, bah, c'est très très difficile à contrer, et c'est hyper fort. Et vous pouvez le faire avec plein d'unités, en fait. Vous pouvez envoyer un missile de Banshee, les War Spiders peuvent venir bloquer un truc, et au final, votre adversaire tire sur quelque chose d'autre, et après, elle réactive un mouvement, elle sort d'une aura de charge. Enfin, voilà, des trucs incroyables à faire en Inari. C'est vraiment une armée d'experts du jeu. Pour le coup, il faut vraiment bien maîtriser ses séquences, il faut bien maîtriser son gameplay. Et c'est pas un gameplay tant offensif que ça, je pense. C'est un gameplay qui demande d'être maîtrisé sur la durée et d'attaquer la partie avec un jeu, je pense, un peu plus défensif dans l'initiative, dans le early game, comme on dit, le début de partie, et d'avoir un jeu qui se déploie au fur et à mesure pour pas trop s'essouffler, parce que finalement, vous pouvez vite vous essouffler en Inari. Je vous rappelle quand même que vous avez des unités qui déblayent très vite. Hein. Vous avez des unités, on souffle dessus, elles meurent. Que ce soit dit. Donc voilà pour l'Inari. Ce que je voulais vous dire pour finir cette vidéo, les amis, c'est que je vous jette un petit défi. On a les listes de la Ligue 2 et de la Ligue 1 qui sont sorties. D'ailleurs, pour ma part, je vais aller faire la Ligue 2 Sud-Ouest ce week-end. Et je suis super content déjà parce que ça fait pas moins de nombreuses années que j'ai pas fait un tournoi d'équipe. Hein. C'était à l'époque quand j'étais sur Paris, que je jouais avec la Paris United. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas été en tournoi d'équipe. Je suis très content d'aller retrouver cette communauté du Sud-Ouest parce qu'il y a plein d'équipes super fun, plein de joueurs super cool. Donc ça, c'est nice. Je vous débrieferai évidemment cette première expérience du jeu d'équipe pour moi. Et puis au final, j'ai bien trouvé mon rythme. Je trouve que la Ligue 2 correspond un petit peu à mes attentes de jeu. C'est-à-dire que je suis pas suffisamment au chômage pour pouvoir jouer en Ligue 1. C'était un petit tacle gratuit. C'est vrai que j'ai constaté aussi l'investissement que demande le jeu d'équipe. Et j'avais la conclusion de me dire, putain, mais en fait, pour faire du jeu d'équipe, il faut être un putain de chômeur, quoi. Parce que faut passer son temps, faut faire 6 parties par semaine, faut faire ses estimés, faut faire ses matrices. Enfin, faut avoir que ça à faire, quoi. Voilà. J'ai un petit coucou aux joueurs de Ligue 1 qui nous regardent, évidemment. Qui du coup doivent avoir pas mal de temps disponible et je disais que la Ligue 2 ça me correspond parce que j'ai pas pour l'instant j'ai pas prétention à m'investir plus sur le jeu d'équipe, j'avais envie de l'expérimenter. Je serai quoi qu'il en soit à Salon de Provence aussi au mois de mai, c'est un tournoi par équipe qui s'inscrit pas dans le système de ligue mais je vais y aller avec la team créative, donc ça sera l'objet d'une couverture probablement vidéo, et je serai à l'Open de PACA fin du mois de mai aussi pour jouer sur un bon gros tournoi solo dans la région PACA, ça fait plaisir. J'allais vous dire, petit défi, comme les listes de Ligue 2 et de Ligue 1 sont sorties, eh bien, si cette vidéo dépasse les 500 likes, je vous ferai une vidéo d'analyse des, tout simplement, des listes Ligue 1 et Ligue 2, et voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, les amis, pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Ciao, ciao, c'est un de guerre.